Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Canal 7 Télévision. 7 Politique, c'est l'émission de la rédaction consacrée aux problématiques de développement et aux politiques publiques. L'une des préoccupations majeures, vous le savez, des gouvernements africains et des populations, c'est évidemment la problématique de la protection de l'environnement, se nourrir, s'épanouir et vivre dans cet environnement, mais ne pas oublier qu'il faut le préserver pour les générations futures. À l'heure où la planète court après son salut, et même après son destin, le Gabon s'emploie à renforcer les réglementations pour éviter la déchéance. Pour en parler, nous recevons Luléan Rebobola. Il est le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au Gabon. Avec lui, nous allons évoquer toutes les questions relatives à l'environnement au Gabon. Je serai avec Marie-Angèle Ngono, la spécialiste de ces questions au sein de notre rédaction. Marie-Angèle, bonsoir. Luléan Rebobola, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être venu sur ce plateau. Nous sommes dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement. La question de l'environnement préoccupe toutes les populations africaines et notamment gabonaises. Même si nous ne sommes pas de grands producteurs de gaz à effet de serre, nous subissons quand même les conséquences de ces actions-là. Merci en tout cas d'être venu. Et la première question qu'on voudrait vous poser, c'est de savoir quelle est la priorité, quels sont les secteurs prioritaires de votre direction générale, ou du moins le Gabon a certainement des secteurs prioritaires en termes de gestion de l'environnement. Lesquels sont-ils? Déjà, je tiens à vous remercier pour cette invite à participer, surtout à échanger avec vous autour de cette question de l'environnement. Simplement vous dire que d'entrée de jeu, l'environnement, c'est une diversité de portes d'entrée, de sortie, parce que l'environnement, c'est un tout. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous compose, ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de nous émanciper. C'est tous les autres êtres vivants qui nous entourent et qui ont une fonction dans le bien-être de la planète. Donc, c'est le bien commun à l'humanité, l'environnement dans sa diversité. Aujourd'hui, parler de secteur prioritaire, en réalité, tout est prioritaire. Mais sauf que pour les soucis de développement, nous sommes obligés, à travers les actes que nous posons, qui concourent au développement, de porter quand même des atteintes à l'environnement. Il n'est pas de projet qui ne puisse pas avoir un impact sur l'environnement. Ce que nous faisons, c'est que dans les logiques de développement durable, nous essayons de concilier les objectifs de développement à ceux de la préservation de l'environnement. Donc, objectif de développement d'un côté, la préservation de l'environnement de l'autre, et bien entendu, sur un tout plan, l'équité sociale. C'est ce qui font les trois piliers qui font d'ici le développement durable. Donc là-dessus, il faut avouer que depuis la conférence de Stockholm en 1972 jusqu'au sommet de Rio, donc au Rio +20, le Gabon a quand même fait suffisamment d'efforts, aussi bien au plan législatif réglementaire qu'au niveau des actions qui ont été posées dans le cadre de la sauvegarde, de la protection de l'environnement et surtout de la conservation de la nature. On peut citer pêle-mêle des actions, notamment en ce qui concerne la conservation. Vous avez les parcs nationaux aujourd'hui qui constituent quand même une fierté pour notre pays. À travers les 13 parcs nationaux, c'est près de 11% du territoire qui est mis à la conservation. C'est vrai qu'au terme de cette conservation, il y a une partie qui va porter sur la valorisation, parce que ce que nous conservons, il faudrait que ça puisse germer de la valeur, donc pour effectivement puisse être pris en compte dans le PIB national. Et à côté de ça, je disais tout à l'heure que tout acte de développement allant dans le sens d'une construction de quelque nature que ce soit, en termes de projet, impacte nécessairement l'environnement. Donc aujourd'hui, tout projet de quelque importance que ce soit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Et à partir de ce moment-là, donc, nous sommes là dans un créneau de développement durable qui prend en compte aussi bien, comme je disais tout à l'heure, les besoins de développement, l'équité sociale que l'intégrité écologique. Donc, là-dessus, je pense que nous avons suffisamment fait, peut-être pas encore assez par rapport aux ambitions que nous nous sommes fixées, au discours même que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, véhicule à travers le monde, mais il est évident que le leadership que nous avons aujourd'hui sur ces questions-là n'est plus approuvé. Alors l'un des problèmes majeurs soulignés par les populations, c'est l'insalubrité. Souvent, la municipalité est pointée du doigt dans cette question d'insalubrité. Et pour cela, Marie-Angèle Ngono a une première question. Et justement, monsieur le directeur général, généralement, les populations dans les grandes villes sont confrontées à ce problème d'insalubrité. Et on accuse
généralement aussi les municipalités. Et vous, en ce qui vous concerne dans votre direction générale, quelles sont les actions que vous menez et quelle est la nature de votre collaboration avec ces différentes municipalités, que ce soit dans les grandes villes qu'à l'intérieur du pays? Très bien. Disons que, Madame Boula, vous me donnez l'opportunité d'expliquer un certain nombre de choses, notamment la posture que nous avons par rapport à ces questions de lutte contre l'insalubrité. La Direction générale de l'environnement, pour faire de manière tout à fait gros, le ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction générale, bien entendu, de l'environnement et de la protection de la nature, a des missions de conseil technique du gouvernement en matière d'amélioration de cadre de vie de manière tout à fait générique. Alors, en quoi consistent nos missions? Nous sommes une espèce de conseil technique des collectivités locales parce que nous avons une compétence nationale. Donc, nous travaillons avec les collectivités locales, notamment celles qui nous sollicitent le plus. Là, tout à l'heure, vous disiez, vous avez soulevé un cas, bien entendu, donc l'insalubrité. Comment est-ce qu'on intervient au niveau de l'insalubrité? Nous aidons à l'élaboration de ce qu'on appelle les schémas directeurs de collecte de déchets. Nous élaborons ici, avec les opérateurs économiques qui sont normalement choisis ou soit par les collectivités locales ou directement contactés par le gouvernement pour le compte des collectivités locales via le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons avec ces entités pour asseoir les schémas directeurs de collecte et de gestion des déchets des ordures ménagères. À Libreville, c'est beaucoup plus visible aujourd'hui. À l'intérieur du pays, ça l'est moins. À Port-Gentil, ça l'est encore mieux aussi, pas tout à fait comme à Libreville, mais nous travaillons effectivement avec la collectivité locale, avec la commune de Port-Gentil, comme nous travaillons avec celle de Libreville à Kanda, peut-être un peu moins au Vendo, qui ne nous sollicitent pas régulièrement. Mais toutes les fois que nous sommes sollicités, en fait, nous ne rechignons pas, nous y allons. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question de l'insalubrité de manière tout à fait générique requiert quand même un certain nombre de démarches et surtout de process en termes d'élimination parce que vous avez, au-delà des schémas directeurs de collecte, vous avez un certain corps de métier, un certain nombre de corps de métier qui se retrouvent dans la gestion des déchets. Donc c'est depuis la collecte, le transport jusqu'à l'élimination à la décharge. Donc à partir de ce moment-là, nous aussi, nous participons à la construction des infrastructures d'élimination des déchets. Nous participons à la gestion de ces infrastructures-là à travers du conseil, à travers des appuis techniques que nous fournissons aux collectivités locales. Pourquoi accuse-t-on les collectivités locales? On accuse les collectivités locales parce que ce sont ces collectivités locales-là qui, normalement, ont la gestion régulière et légale surtout, en tant que collectivité locale, la gestion des questions liées à la propriété des communes. Donc c'est tout à fait normal qu'en tant que responsable, lorsque ça ne va pas, qu'on puisse se retourner vers les actions, vers ces collectivités locales-là. Mais parfois, les décharges publiques également se révèlent un problème, un vrai problème. Est-ce que la direction générale ne pense pas à un système de recyclage des ordures? Disons que, vous savez, aujourd'hui en République gabonaise, et là vous me donnez, madame, l'opportunité aussi de vous expliquer ces choses-là, surtout aux téléspectateurs qui nous suivent. Pour l'instant, depuis, on va dire même depuis l'indépendance, nous procédons à un système à la limite le plus basique, le plus simple, c'est-à-dire que le tout à la décharge. Aujourd'hui, vous parlez de recyclage, là vous entrez dans ce qu'on appelle l'économie du déchet en fait. C'est un pan de manière tout à fait globale qui intègre d'abord l'identification d'un certain nombre de filières en matière de gestion des déchets. Quand je dis filière ici, il faut savoir d'abord ce que nous produisons en tant que déchets. Il y a des déchets solides, il y a des déchets liquides. Même dans les déchets solides, il faut encore diversifier la nature de ces déchets-là. Donc, pour recycler, il faut savoir ce qui est recyclable, en quelle quantité, et qu'est-ce qu'on va mettre pour recycler ces déchets-là. Quelle est la nature de l'usine que nous allons devoir construire pour éliminer, pour être dans un premier temps éliminer, dans l'autre, pour effectivement recycler. Au milieu, il faut trier, il faut dissocier ce que nous devons enfouir de ce que nous devons recycler, donc remettre dans le circuit de consommation. Donc, tous ces schémas-là, effectivement, nous, au niveau de la Direction générale de l'environnement, nous nous investissons à mener ce genre d'études-là. Il est évident qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi, comme je disais, la collectivité locale qui s'associe à nous pour conduire ces études-là. Maintenant, la construction des installations attendues, aussi bien pour l'élimination que pour le tri, ça, effectivement, ça encombre aussi à un niveau beaucoup plus élevé de la République. Mais sinon, techniquement, la Direction générale de l'environnement joue sa partition. Et si on prend par exemple le compostage,
Est-ce qu'on a besoin de grandes infrastructures pour commencer, par exemple, le compostage des déchets? Mais, madame, justement, c'est-à-dire que lorsque les gens parlent de compostage, et là vous me donnez une fois de plus l'opportunité de ramener à sa juste proportion ce qui se retrouve un peu dans la pensée du commun des citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas tout qui peut être soumis à compostage. Le compost que vous voulez, la qualité du compost dépend du déchet qui est effectivement valorisé à proprement parler. Donc, avant d'aller au compostage, ça ne consiste pas à laisser tout type de déchets se dégrader pour obtenir effectivement du matériau de compostage. Donc là aussi, il y a un tri sélectif qui est fait. N'importe, même vous, chez vous, vous pouvez effectivement, à travers vos déchets organiques, vous pouvez essayer de mettre au point un certain type de compost pour votre propre jardin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, si on veut valoriser de manière beaucoup plus industrielle, à partir de ce moment-là, il y a des déchets organiques qu'il faut, à travers certaines techniques, qui vont nous permettre, une fois enfouis à travers un système de casier et tout le reste, procéder à une méthanisation, donc une dégradation des déchets organiques qui pourraient nous permettre de produire de l'électricité. Donc, il faut savoir, le tout, c'est une question déjà de la qualité du déchet que nous collectons. Parce que tout ce qui est dans les poubelles n'est pas soumis effectivement à valorisation. Ça, il y a que les quantités, il faut les connaître. Les filières, il faut les identifier pour savoir quelle est la taille de l'installation que nous souhaitons avoir pour mieux le dimensionner sans pour autant que l'investissement puisse ne pas être rentable assez rapidement. Alors, pour parler maintenant des zones humides, parce que l'insalubrité c'est intéressant, mais les zones humides aussi ça pose énormément de problèmes. Elles sont victimes de destruction, les cours d'eau sont transformés en poubelles carrément, et les ruisseaux et autres rivières sont étouffés pour des constructions. Comment c'est-vous, alors que, ou du moins comment faites-vous pour réduire ces exactions contre la nature? Ben, il est évident que... Parce qu'il faut rappeler que le Gabon est signataire des accords de la Convention de Ramsar. Bon, il faut partir du principe que par habitude, j'entends par habitude, les mauvaises habitudes souvent nous amènent à poser des actes qui dégradent sérieusement l'environnement. Et il y a des milieux humides qui ont atteint un niveau quand même de sensibilité ou bien de dégradation que l'on peut juger assez critique par endroits. Aujourd'hui, la République gabonaise, qui est donc partie à la Convention de Ramsar, développe un projet dit projet d'habilitation, c'est à la fois comment dire, la réhabilitation, c'est à la fois la valorisation des zones humides en fait, le paysage. Alors, ce que nous cherchons à travers ce projet-là, c'est d'abord dans un premier temps, surtout aider les populations environnantes de ces zones humides-là à travers le développement des activités génératrices de revenus. C'est sensibiliser ces populations par rapport aux dangers encourus par ces écosystèmes humides-là. Parce qu'il est évident que ces milieux, pour la plupart, c'est des frayères, donc des zones de reproduction des espèces halieutiques. C'est, pour certains, c'est des zones, on va dire, de navigation. Donc, et bien entendu, il y a dans ces milieux-là des espèces endémiques qui sont d'une certaine valeur que l'on ne pourrait pas retrouver ailleurs. Donc, c'est les milieux à travers lesquels les populations ont des habitudes. Donc, une fois dégradées ou soumis à dégradation, il est évident que ça peut entraîner des déséquilibres au niveau de ces milieux-là. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons à travers le projet qui est financé par la Banque mondiale, qui est conduit par la Banque mondiale avec, bien entendu, comme Banque mondiale, comme organisme, agence d'exécution de projet, mené avec l'Agence nationale des parcs nationaux, la Direction générale de l'environnement, bien entendu d'autres administrations, notamment la Direction générale des écosystèmes aquatiques et bien d'autres, consiste effectivement à essayer de maintenir, je dirais, de préserver les activités dans ces zones humides-là, amener les populations à avoir les gestes de conservation les plus utiles, afin de ne pas compromettre effectivement l'avenir des générations futures. Est-ce que justement il ne se pose pas un problème de sensibilisation des populations? Si, il y a beaucoup d'efforts de sensibilisation faits dans ce domaine-là, parce que le plus important, c'est d'amener ces populations-là à participer aux efforts
que l'administration, que le gouvernement fait pour garder, je dirais pas intact, mais pour préserver ces milieux-là, de sorte que les populations puissent continuer à s'en servir le plus longtemps possible et surtout à les préserver contre les atteintes qui pourraient effectivement les dégrader sérieusement au point de ne plus être utiles au bien-être de ces populations-là. Alors, la mangrove est détruite de façon régulière, notamment par les pêcheurs, détruire son environnement alors qu'on en vit, c'est assez compliqué à expliquer. Mais donc, les mangroves sont détruites, ça fait que les poissons ont du mal à se reproduire. Donc là, nous entrons rapidement dans la question de la réglementation de la protection des espèces animales. Monsieur, et par rapport à cette... Avant d'aborder cette question-là, je voudrais d'abord rester un tout petit peu sur les zones humides. Le 2 février dernier, c'était la célébration de la Journée mondiale des zones humides. On n'a pas vu beaucoup d'actions au niveau du Gabon. Il y a quand même une association qui a organisé certaines activités, mais on a eu l'impression que la Direction générale de l'environnement n'était pas présente. Non, mais disons que, vous savez, à l'année, il y a un certain nombre de journées mondiales qui sont célébrées à travers le monde à partir des dates bien précises, dates retenues par la communauté internationale. En fait, nous essayons, tout en assistant par exemple une ONG qui est dévouée à la cause par exemple, qui a une manifestation déjà bien identifiée, bien préparée, nous accompagnons cette ONG-là, mais tout en sachant que lors de la Semaine nationale de l'environnement, nous rattrapons tout ce qui aurait dû être fait parce que célébrer de manière séparément, parce qu'il n'y a pas encore longtemps, le 22 mai, c'était la Journée mondiale de la biodiversité. Vous avez vu le ministre Nelson Mason faire une intervention, une allocution sur les ondes à travers un autre média. Mais on n'est pas totalement absent. Non, la Semaine nationale de l'environnement nous permet effectivement de rattraper ce qui aurait dû être fait pendant ces différentes journées de manière un peu individuelle. Alors, rapidement, une question sur la protection des espèces. Oui. Certains défenseurs de l'environnement, certains organismes estiment que la réglementation ou les lois en vigueur sur le territoire gabonais ne sont pas à la hauteur des attentes. On évoque notamment celles qui frappent les braconniers, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des réglementations en vigueur sur le territoire? Bon, je vais essayer d'abord, là aussi, vous me donnez l'occasion de prêcher pour ma propre chapelle. Nous avions une ancienne loi sur la protection de l'environnement, dénommée Code de l'environnement, qui datait de 1993. Et nous avons aujourd'hui une nouvelle loi qui a abrogé celle de 1993, le nouveau Code de l'environnement, comme on l'appelle de manière générique, abroge donc l'ancien. Et je puis vous assurer que ce nouveau Code de l'environnement est beaucoup plus coercitif que l'ancien. Mais le but du jeu pour amener les gens à respecter, amener les usagers à respecter l'environnement, ce n'est pas tellement la sanction. Il y a un effort qui doit être fait en matière de sensibilisation, parce que quand vous arrivez à sensibiliser quelqu'un, je pense, en toute honnêteté, il y a là-dedans des possibilités que ce type-là n'ait pas été au fait de certaines choses qui existent. Les lois, c'est bien beau, mais il faudrait que, même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faudrait quand même il faut éduquer les gens à bien comprendre le contenu des lois, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit les lois qui sont prises pour nous-mêmes et puis aller directement sanctionner les usagers, parce que par ignorance, même si nul n'est censé ignorer la loi, mais par ignorance, effectivement, par mauvaise habitude, quelqu'un peut régulièrement se tromper. Donc, avant de sanctionner cette personne-là, il faudrait d'abord faire comprendre à cette personne qu'il y a des dispositions légales qui, désormais, réglementent un certain nombre de choses. Maintenant, si c'est un récidiviste, évidemment, vous pouvez le sanctionner. Donc, je puis vous assurer une fois de plus, c'est que les législations, quasiment tout ce qui concerne la protection des ressources naturelles, sont en cours de révision. Pour mieux les adapter aujourd'hui aux enjeux et surtout au contexte actuel, parce que le Gabon a une politique environnementale ambitieuse à l'échelle internationale. Donc il faudrait que cette ambition-là soit relayée au niveau national par des textes qui soient réellement applicables dans le cadre du respect de l'environnement. D'accord. Alors on va marquer rapidement une pause et on revient sur le plateau. Très bien.
nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes avec Luléa André Bobola, qui est le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au Gabon. Et Marie-Angèle Ngono n'avait pas terminé avec la question de la réglementation sur les espèces, sur la protection des espèces animales et végétales. J'allais plutôt aborder la question sur la protection des espèces menacées. La communauté africaine se mobilise pour protéger ou alors trouver des voies et moyens pour protéger les espèces en voie d'extinction et on a notamment l'éléphant. On a d'ailleurs vu le président de la République gabonaise à la conférence de Kazan au Botswana qui s'est tenue en mars dernier. Et donc, que peut faire le Gabon en plus? On sait que le Gabon a déjà 13 parcs nationaux, mais en plus des parcs nationaux, que fait le Gabon pour continuer à protéger l'éléphant par exemple? Très bien. Déjà, il faut partir du principe que tous les parcs nationaux n'hébergent pas les éléphants. Ça, c'est certain. Les parcs nationaux sont assez spécifiques. Il y a des espèces qui se retrouvent dans plus d'un parc. Hein. Il y en a qui ne se retrouvent pas dans tous les parcs, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de protection, notamment de l'éléphant, parce que le Gabon a une politique qui vise normalement, qui est quand même reconnue à l'échelle internationale en matière de protection de l'éléphant. Alors, dans cette politique-là, aujourd'hui, on est quelque part confronté parce qu'il n'est pas exclu. Quand vous allez à l'intérieur du pays, on dit le Gabon, on protège tellement les éléphants qu'on oublie de protéger les hommes, on ne nourrit plus les hommes. C'est le fameux conflit homme-faune, à travers lequel le ministre Nelson Messon a mis en place, normalement, nous sommes avec le collègue de la Direction générale de la faune et des aires protégées, il y a un forum national qui va être organisé autour de la question homme-faune, donc ce conflit homme-faune. C'est vrai que nous protégeons l'éléphant, mais il faut avouer que nous protégeons cet éléphant-là contre les pratiques de braconnage de l'homme. Mais souvent, ceux qui braconnent, ce ne sont pas les villageois, ce sont des gens venus de très loin qui se livrent à cette criminalité faunique. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les textes sont revus pour les rendre beaucoup plus coercitifs. À côté de ça, il y a un certain nombre d'actions menées dans le cadre des programmes et des projets que nous avons avec les autres pays de la sous-région, notamment au niveau du Tridom, c'est-à-dire un projet qui concerne les 3 pays de la zone Mikebe, Dja, Ozala, Tridom, pour ce qui est des corridors des éléphants. C'est-à-dire qu'il faut mener de manière sous-régionale, donc à l'échelle de 3 pays, des actions allant dans le sens de la dissuasion ou bien de la lutte contre le braconnage des éléphants au niveau de cet espace Tridom-là. En interne, nous sommes en train de durcir donc notre réglementation interne, mais nous savons que le problème, ce n'est pas tellement au niveau national. Le problème, normalement, ce sont ces gens-là qui utilisent des armes de guerre, qui viennent de très loin. Donc, c'est devenu une question quasiment de défense nationale. Et à ce niveau-là, je pense que vous avez vu plus d'une fois en ce qui concerne le parc de Mikebe, qui est aujourd'hui quasiment aux mains de l'armée de la défense nationale pour des actions ponctuelles de lutte contre le braconnage. On sait que là-bas, les éco-gardes gabonais ne sont pas armés. Et il est évident que courir après quelqu'un qui a une arme, c'est quand même assez risqué. Donc il est souhaitable de recourir effectivement au service de la défense nationale pour de temps en temps repousser ces braconniers-là et surtout garantir la sécurité du territoire là où il est sérieusement menacé, surtout par l'intrusion de ces gens armés qui viennent évidemment pour des raisons, comme je disais tout à l'heure, de criminalité faunique, venir abattre des éléphants pour récupérer bien entendu ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire l'ivoire. Alors on va passer à un autre volet de notre émission, celui qui concerne les crises, notamment entre les sociétés pétrolières et les populations, entre le gouvernement et enfin tout ce qui concerne notamment les pollutions marines, etc. On sait que le Gabon a affronté récemment la société Adax Petroleum pour les dégâts causés par la dite société dans le Fanan Vaz. Et c'est récurrent puisque de nombreuses compagnies pétrolières ont été, interpellées, voilà l'expression, le mot, ont été interpellées sur la pollution marine, c'est-à-dire que déversement notamment des produits pétroliers dans les eaux qui finissent par tuer des poissons, voilà. Donc les conflits sont nombreux. Comment est-ce que vous arrivez à régler ce genre de conflits?
Bon, permettez-moi quand même de réparer quelque chose parce que Adax n'intervient pas dans le Fernavaz. C'est un autre opérateur qui est là-bas que je ne citerai pas. C'est vrai que nous avons eu par le passé quelques petits problèmes qui ont été réglés avec cet opérateur économique que vous avez cité, mais qui aujourd'hui est sérieusement rentré dans les rangs en matière d'accidents pétroliers, ainsi de suite. Mais il faut partir du principe aussi que l'industrie pétrolière, elle est quand même suffisamment salissante et polluante. Mais les pollutions les plus régulières, ce ne sont pas celles issues du milieu pétrolier. Ce sont les pollutions telluriques, celles que nous voyons tous les jours à travers les déversements, les injections dans les cours d'eau, dans les bassins versants. Ça, ce sont les plus régulières, à la limite même les plus dangereuses pour l'homme. Alors, les pollutions pétrolières, elles ont de ceci de particulier, c'est que elles sont très spectaculaires parce que surtout quand elles se soldent par les marées noires, est-ce que les dégâts normalement sont beaucoup plus visibles? Parce que, vous voyez, l'hydrocarbure sur une plage, ça ne laisse personne indifférent et ce sont des pollutions qui demandent suffisamment de temps et de moyens pour être résorbées. Les problèmes que nous avons de temps à autre avec les opérateurs économiques, parce que pendant longtemps, nombreux ne déclaraient pas les cas de déversement accidentel d'hydrocarbures. Mais je puis vous assurer aussi qu'un déversement d'hydrocarbures, souvent, ce n'est pas un fait volontaire parce que au prix où souvent coûte le baril, il est mieux d'avoir son pétrole sur le marché que sur une plage ou dans un cours d'eau, tout ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas dire que ces pollutions soient des actes volontaires. Cependant, il peut y avoir accident lié essentiellement à une insuffisance technique de la part de l'agent qui est censé effectivement veiller à un service particulier. Il peut avoir vétusté des équipements. À partir de ce moment-là, c'est clair, l'un comme l'autre, c'est de la responsabilité de la compagnie. Mais à côté de ça, nous faisons de plus en plus régulièrement face à un type de pollution dont nous ignorons complètement l'origine. C'est-à-dire que ça peut être des pollutions volontaires c'est notamment celles qui découlent de la haute mer à travers une circulation de plus en plus régulière et pour ne pas dire très en hausse des navires au large des côtes gabonaises. Parce que le Gabon, c'est quand même plus de 850 km de côte. C'est l'une des façades maritimes les plus importantes du golfe de Guinée, n'oublions pas. Le Gabon, c'est l'exploitation pétrolière offshore qui date d'un certain nombre d'années. C'est un ensemble de plateformes pétrolières. C'est un ensemble de navires qui viennent s'approvisionner au niveau des terminaux. Donc le risque de déversement accidentel est quand même là, il est réel. On ne va pas le nier. Maintenant, il y a aussi des pollutions venues d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, que ce soit au nord comme au sud, nous sommes entre pays producteurs de pétrole. Nous travaillons tous en offshore. Donc, souvent, par le jeu de mouvements de marée et tout ce qui s'ensuit, des courants, une pollution qui part de chez le voisin peut finir chez nous, mais celle-là, elle n'est pas du fait d'un pétrolier qui est chez nous. Nous avons de manière régulière nous faisons face à ce type de pollution de manière tout à fait répétée. Et nous nous déployons avec donc l'assistance des pétroliers gabonais parce que depuis à peu près 6 ans, au niveau de la Direction générale de l'environnement, nous avons créé une plateforme avec les opérateurs économiques, avec les opérateurs pétroliers nationaux que nous appelons JWACAF. JWACAF, c'est l'initiative globale pilotée par l'Organisation maritime internationale, l'industrie pétrolière internationale, l'initiative globale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe. Donc c'est 22 pays de la côte ouest africaine, la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud, à travers ce qu'on appelle la Convention d'Abidjan. Donc cette plateforme nationale nous permet, c'est d'ailleurs avec laquelle nous allons organiser les activités au niveau de Port-Gentil, nous permet effectivement de mieux gérer les cas d'accidents d'hydrocarbures qui effectivement génèrent des marées, des toutes petites, on ne dira pas des grandes marées noires, mais franchement, des déversements qui viennent finir sur les plages. Donc, mais les principales victimes, ce sont les populations. Oui. Comment est-ce qu'elles sont dédommagées? Parce que généralement, c'est l'écosystème dans lequel elles vivent qui est touché. C'est clair. Nous avons eu des cas où, effectivement, un opérateur économique avait dédommagé. Ça, c'est lorsque le pollueur est connu. C'est-à-dire que celui qui est responsable de la pollution est connu. À partir de ce moment-là, il y a une obligation de dédommager les populations et que même là, les mécanismes de dédommagement ne sont pas encore affinés en République gabonaise. Nous avons organisé un séminaire en décembre dernier avec l'Organisation maritime internationale, l'industrie pétrolière internationale, justement dans le cadre du JWACAF et la Convention d'Abidjan,
pour essayer de réglementer un peu les mécanismes, d'élaborer et surtout derrière de réglementer un peu l'indemnisation due par les accidents liés aux hydrocarbures. Donc c'est un travail qui est fait parce que n'oublions pas que contrairement, je dis bien, contrairement à cette maison, vous pouvez donner la valeur à cette maison, au studio où nous sommes, vous pouvez mettre une valeur financière. Mais vous aurez du mal à mettre une valeur financière sur une tortue ou sur une baleine, ainsi de suite. Donc, cependant, les services écosystémiques rendus par ces espèces-là sont utiles à l'homme. Mais là, donc là-dessus, il faut se prononcer sur ce qu'on appelle le préjudice écologique. Il ne suffit pas simplement de l'alléguer, mais derrière, il faut mettre une valeur sur le préjudice écologique, ce qui est difficilement fait en Afrique et dans la plupart des pays de la Convention d'Abidjan, mais ce que nous avons quand même essayé de prendre en compte dans le nouveau Code de l'environnement. Marie-Angèle. Gabon, pays producteur de pétrole, et si jamais on ne souhaite pas, si jamais le Gabon subissait une marée noire par exemple. Bon, disons que là aussi, depuis à peu près, on va dire, une dizaine d'années déjà, nous avons validé le plan d'urgence de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures et autres substances nuisibles en République gabonaise. Nous disposons d'un plan de lutte que nous avons testé en 2012, un test grandeur nature avec l'assistance de la coopération internationale. Je vous annonce que le Gabon a été le tout premier pays des 22 de la côte ouest africaine, donc membre de la Convention d'Abidjan, à avoir testé grandeur nature son plan d'urgence. Mais le plan d'urgence, c'est vrai, c'est un fait, c'est un outil. Mais il ne faut pas souhaiter que ça se passe parce que je vous assure que lorsque nous avons fait l'exercice, on a décédé un certain nombre de carences dans ce plan d'urgence parce qu'une pollution de grande ampleur, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Deepwater en Louisiane, même le pays le plus puissant au monde n'est pas venu tout seul à bout de cette marée noire. Donc nous essayons à travers une collaboration avec les sociétés pétrolières déjà au niveau local et bien entendu faire jouer la coopération internationale à travers les conventions internationales. Donc le Gabon ne sera pas seul à lutter contre cette pollution. Si elle doit nous arriver, touchons du bois qu'elle n'arrive pas, parce qu'il est évident que lorsqu'elle arrive, aucun pays tout seul ne peut s'en sortir. On a toujours recours à l'aide internationale. Mais sauf que, avant que cette aide internationale n'arrive, souvent, la marée noire est déjà sur les côtes. Est-ce que vous avez les moyens humains? Les moyens humains, si ça ne se limitait qu'aux moyens humains, oui, on peut dire, parce que lorsque nous avons testé ce plan, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, nous avons les moyens humains. Maintenant, derrière, c'est davantage les moyens techniques. Ça, c'est ce qui fait encore un peu défaut en ce qui concerne la lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures, parce que l'État n'est pas encore propriétaire de ses propres moyens. Il faut recourir à l'industrie pétrolière qui n'a que des moyens limités pour faire face aux petits déversements accidentels d'hydrocarbures. Alors que ce soit dans le secteur des hydrocarbures, que dans le secteur des minerais, des mines, on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de pollution. Est-ce que la solution aujourd'hui n'est pas d'amener toutes les entreprises à une certification 14001, par exemple, pour faire en sorte qu'effectivement le risque de pollution soit moindre? Monsieur Somperol, vous savez, la certification, c'est d'abord un acte volontaire. Mais ce n'est pas parce qu'on est certifié qu'on est franchement le meilleur. Non. Il y a, dans tous les domaines, on peut faire jouer, c'est-à-dire que vous vous engagez à faire certaines choses. Mais arrive à un moment donné, vous ne tenez pas vos engagements. Mais ce qui est souhaitable, ce que nous amenons les entreprises à faire, c'est le respect des bonnes pratiques. Nous avons, à travers des études d'impact, qui sont des évaluations environnementales, pour inciter ces entreprises-là à prendre des engagements contractuels qui les lient à l'administration gabonaise dans sa globalité. Et également, nous essayons, à travers les plans de gestion environnementaux et sociaux, à demander, à amener ces entreprises-là à tenir les engagements contenus. Et il nous reste maintenant, nous, administration, à mieux contrôler. Donc ça, c'est des faits que l'on peut vérifier sur le terrain, mais qui sont au-dessus de la certification. Parce que la certification ne nous garantit pas que forcément celui qui est certifié mène son activité dans le strict respect de la certification qui lui a été donnée. Parce que souvent, les intérêts économiques supplantent les intérêts environnementaux. Alors, on va marquer une deuxième pause et on va revenir notamment sur les questions de taxes carbone, la COP21 que vous préparez certainement.
Aujourd'hui, Léandre Bobola, on n'a pas beaucoup parlé de forêt. Oui. Pourtant, c'est l'une des causes que le président Ali Bongo défend à travers le monde. Le Gabon est victime d'une exploitation que dénoncent les organismes, c'est-à-dire l'exploitation du Kevazingo, qui est un bois noble, un bois qui a besoin de beaucoup de temps pour se régénérer. Alors, comment est-ce que vous abordez cette question de l'exploitation illégale de bois et de l'exploitation illégale surtout du Kevazingo? Il faut dire que au niveau du code forestier, qui lui est aussi en révision, il y a des choses qui vont être beaucoup plus, sur lesquelles effectivement le législateur va être nettement moins tendre que ce qui a été fait autrefois. Parce que il y a ce qu'on appelle les bois divers, les bois rares, tout ce que vous voulez, c'est des essences à très forte valeur. C'est-à-dire qu'une exploitation illégale ou illicite de ces essences-là pénalise fortement l'État, l'administration qui gère cette ressource-là, pour la simple raison qu'à la différence de Koumé, cette essence, par exemple, elle est d'une très, 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 très grande valeur. Aussi bien en matière de valorisation, parce que ces chats, je crois, demandent beaucoup plus d'efforts que le Koumé, par exemple. Donc, je ne suis pas aujourd'hui à même de vous dire quelle est la politique menée par le collègue de la Direction générale des forêts, mais il est évident qu'il y a quand même quelque chose qui est fait dans ce sens-là. Le moment venu, vous pourrez peut-être inviter le collègue avec qui vous débattez. Déjà, d'ailleurs. Très bien, mais je ferai passer le message. Alors, Marie-Angèle? La forêt, justement, pourvoyeuse d'oxygène, consommatrice de gaz carbonique, et de plus en plus, on parle de taxes carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot? Disons que les pays qui s'y sont aventurés pour l'instant avec beaucoup d'ambition ont plus ou moins un peu levé le pied par rapport à ces taxes-là. Nous, au niveau de la République gabonaise, en fait, c'est encore à l'étude, mais il faut laisser un peu de temps avant que l'on se prononce en toute objectivité sur cette taxe carbone. Comment est-ce qu'elle va être prélevée? Quelle sera l'assiette et tout le reste? Pendant longtemps, on a fait croire que les finances gabonaises pourraient, de manière tout à fait régulière, être alimentées à hauteur d'un chiffre que je ne dirai pas ici parce que je ne peux pas le défendre, d'un certain montant qui proviendrait effectivement de ces taxes-là. Où est-ce qu'on va la prélever? Est-ce que c'est sur les automobiles? Est-ce que c'est... Normalement, ça touche tout type d'émissions. Sommes-nous prêts aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que ça nécessite effectivement qu'il y ait un certain nombre d'études qui soient menées pour, en toute objectivité, que nous puissions identifier les secteurs vers lesquels nous devons prélever cette taxe-là. Et en quoi consiste-t-elle exactement? Disons qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que nous arrivions à, dans l'optique de pouvoir baisser nos émissions, il faut, dans une logique, faire participer un plus grand nombre. C'est-à-dire que, quelle que soit la nature du secteur, à partir du moment où nous émettons, il faudrait que, par exemple, si vous achetez un véhicule, tout ce qui s'ensuit, il y aura forcément des émissions. Donc, derrière, il faut coller une taxe. À la limite, on peut dire que c'est même une taxe écologique à proprement parler. Mais il faut pas se précipiter, il faut savoir comment est-ce que, sur quelle base, il faudra se déterminer pour effectivement arrêter cette taxe-là. Alors on parle d'avenir, l'Occident est en train de se lancer petit à petit dans les voitures hybrides et l'utilisation notamment de l'électricité. Le Gabon n'en est pas encore là, il me semble. Comment est-ce que vous abordez la question? Et surtout, il y a quelque temps, le gouvernement a décidé de suspendre ou du moins d'arrêter les importations de véhicules âgés de plus de 3 ans. La question de l'environnement était l'une des... oui, voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous abordez toutes ces questions? Vous savez qu'il y a eu une autre décision du Conseil des ministres qui est plus ou moins revenue sur au moins... oui, pour quelques personnes, notamment les diplomates. Non, pas seulement quelques personnes, parce que nous avions un stock de voitures quand même assez élevé au niveau du port, des gens qui avaient déjà fait rentrer ou qui étaient en instance de dédouanement de ces véhicules-là. Il fallait effectivement se pencher sur ces cas de ces compatriotes-là. Mais ce qui est certain, c'est que déjà, il faut partir du principe que l'âge du véhicule n'est pas un problème en soi. Pour l'environnement? Attendez, je vais vous dire pourquoi.
Vous avez des véhicules qui ont 5-6 ans, qui sont bien entretenus, qui n'ont jamais raté la moindre vidange durant leur temps d'exploitation. Cela, il pose nettement moins de problèmes qu'un véhicule qui a 2 ans, mais qui n'est pas régulièrement vidangé. Ce sont ceux-là qui émettent souvent des fumées toutes noires au démarrage et même à l'accélération. Donc ceux-là, et pourtant ils sont beaucoup plus jeunes, mais ils émettent beaucoup plus de CO2 que des voitures nettement plus âgées. Donc aujourd'hui, à un moment donné, c'est que pendant longtemps, on s'est rendu compte que sur le marché automobile gabonais, il y avait beaucoup de locations qui étaient sérieusement fatiguées. Les concessionnaires, notamment les tenants des revendeurs d'occasion, effectivement, c'était un business très florissant chez nous. Et que souvent, on n'avait pas enfermé les yeux, ou à la limite, on n'était pas strict, pas trop regardant sur la qualité des véhicules qui rentraient chez nous. Et partant de ce principe-là, compte tenu de ce que nous voulons, une économie sobre en carbone, il était souhaitable, dans le cadre de la réduction des émissions liées au secteur transport, de commencer effectivement à réglementer dans ce secteur-là. Qu'avons-nous fait aujourd'hui? Donc, il existe un texte anti-pollution que nous avons élaboré avec les collègues du ministère des Transports. Et ce texte, normalement, il a déjà été pris. Derrière, il reste maintenant des arrêtés qui devraient effectivement organiser un certain nombre de choses, que ce soit les contrôles au port, que ce soit le contrôle aux frontières, que ce soit même les contrôles anti-pollution pour essayer de déterminer le niveau d'émission de CO2 de chaque véhicule à l'entrée au port. Donc nous avons du matériel pour faire. Là, nous allons devoir travailler avec des centres agréés parce qu'il est évident aussi qu'il faut laisser aux opérateurs agréés par l'État le soin de suivre ces questions-là. Nous, Direction générale de l'environnement et ministère du Transport, allons simplement réglementer et contrôler. Alors, certains reprochent à la Direction générale de l'environnement de favoriser certains cabinets d'études dans l'octroi des marchés relatifs aux grands travaux. Est-ce que c'est vrai? Comment ça fonctionne d'ailleurs? Non, il est évident, une fois de plus, là, comme je disais, qu'il me soit permis ici de saluer certains cabinets nationaux qui font un travail assez important. Il faut avouer aussi qu'il y a encore 10 ans, les études d'impact n'étaient pas régulièrement faites, quelle que soit la nature du projet. Les pétroliers ont emboîté le pas parce que c'était une exigence dans la charte de pas mal de sociétés pétrolières que de faire des études d'impact. Aujourd'hui, grâce à la réglementation environnementale à la matière depuis 2007, aujourd'hui, quasiment tous les projets, en fonction de leur taille, en fonction des dispositions réglementaires, notamment l'article 2 du décret 539 relatif aux études d'impact en République gabonaise, un certain type de projet fait donc l'objet d'études d'impact. Maintenant, il faut retenir que ce n'est pas la Direction générale de l'environnement qui établit la relation entre le cabinet et l'opérateur économique, c'est une relation libre entre le client et son prestataire. La Direction générale de l'environnement n'intervient pas. Qu'est-ce que le fournisseur, donc le donneur d'ordre, paye à son prestataire? Dans cette entente contractuelle, l'environnement, la Direction générale de l'environnement n'est pas partie prenante. Donc nous ne pouvons pas favoriser tel ou tel autre. Non, à la limite, c'est un marché ouvert. Il est libre, il est concurrentiel. Donc il appartient à chaque cabinet d'aller démarcher le client. Et sauf qu'arriver à une certaine situation, parce que un cabinet qui passe son temps, par exemple, à rater des études d'impact, c'est une perte pour l'opérateur économique. Donc si vous ratez une fois, 2 fois, il est évident que vous aurez moins de clients que celui qui réussit de manière tout à fait régulière. Je dois avouer que les débuts sont souvent difficiles parce qu'il y a des études qui sont quand même beaucoup plus lourdes que d'autres, qui nécessitent un certain nombre de chercheurs, qui nécessitent un certain nombre d'implications. Donc c'est des études qui effectivement coûtent nécessairement cher, pour lesquelles l'opérateur économique, qui lui souvent ne met pas aussi tous les moyens nécessaires au profit du cabinet, estime qu'il peut payer un minimum pour un travail beaucoup plus important qu'il aurait dû être. Donc à partir de ce moment-là, quand ils viennent à la Direction générale de l'environnement pour la validation, parce que ce n'est pas seulement la Direction générale de l'environnement qui valide, il y a un comité multi-acteurs qui est interministériel, qui est présidé par le directeur général de l'environnement ou son représentant par délégation du ministre de l'Environnement,
Et ce n'est que la décision qui sort de ce comité multi-acteurs-là qui fait foi. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment est-ce que la Direction générale de l'environnement va privilégier tel ou tel cabinet, parce qu'aucun cabinet ne reverse quoi que ce soit à la Direction générale de l'environnement, d'autant plus que les validations sont gratuites. Est-ce que vous arrivez d'invalider certaines études d'impact? Ah oui, non, c'est fréquent. Parce que quand on voit quand même des stations-service qui sont longées par des cours d'eau, on se pose quelques questions. Non, il est évident qu'il y a des stations-service qui sont nettement beaucoup plus anciennes que la réglementation. Donc, c'est des stations-service qui ont obtenu des permis de construire bien avant que la réglementation n'ait été prise en la matière. Est-ce qu'il ne faut pas les fermer, ces stations-service? Non, le but, ce n'est pas de les fermer. Ouais, le but, c'est... tout simplement. Non, parce que tout dépend. C'est-à-dire que est-ce que ce sont des stations-service qui ont le regard vers les cours d'eau? C'est-à-dire que les eaux usées, les huiles usagées sont directement versées au niveau de ces cours d'eau-là. Oui, là, il peut y avoir fermeture. Mais jusqu'à preuve de contraire, de toutes celles que nous avons contrôlées jusqu'à présent, nous n'avons pas vu, sauf un cas, il y a eu accident, mais je ne le dirai pas ici, parce que beaucoup d'efforts ont été faits par ces stations-service-là, qui effectivement avaient connu un cas d'accident, n'avaient pas un système d'isolation de ces cuves. Donc, du coup, il y a une partie, effectivement, de l'hydrocarbure qui s'était retrouvée dans la nature. Et ce n'était pas très bien. Ils ont nettoyé. Et à partir de ce moment-là, ils ont procédé à des aménagements pour prévenir et surtout lutter contre ce type d'accident-là. Alors, on se rend compte que... Monsieur le directeur général, l'on vous reproche également de ne pas faire beaucoup de communication, de ne pas faire beaucoup de sensibilisation. Et c'est vrai qu'on ne vous voit pas beaucoup dans les médias également. Bon. On a l'impression justement que la Direction générale de l'environnement est une administration qui ne travaille pas. Mais la sensibilisation, nous la faisons, nous continuons à la faire. Il faut dire que nous avons quand même un certain nombre de partenaires qui nous suivent dans ces mouvements de sensibilisation, qui souvent prennent le relais de l'administration, notamment ce sont des ONG avec lesquelles nous travaillons beaucoup quand même. C'est pour moi aussi l'occasion de saluer le travail qui est fait par ces ONG-là dans l'accompagnement qu'ils nous apportent en matière aussi bien de sensibilisation que de suivi de certains projets sur le terrain. Alors la Semaine nationale de l'environnement est célébrée chaque année. Quel bilan dressez-vous de toutes les éditions passées? Dans quelle direction allez-vous maintenant? Disons que d'une année à une autre, le thème évolue, les actions évoluent, les partenaires aussi évoluent. Et d'une année à une autre, c'est toujours l'année suivante est toujours beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'engouement que la précédente. Pendant longtemps, c'était juste une affaire de la Direction générale de l'environnement, pour ne pas dire une affaire du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, c'est plus simplement le ministère de l'Environnement, mais c'est plutôt l'ensemble des opérateurs économiques, des citoyens, des administrations qui sont entièrement mobilisés en fait. Mais quels sont ceux qui répondent? Ceux qui répondent, ce sont ceux qui trouvent un intérêt à ce que nous faisons, ceux qui trouvent un intérêt dans la protection de l'environnement, ceux qui trouvent un intérêt dans l'amélioration de leur cadre de vie. Donc là, on a aussi bien les administrations, les ONG, que les médias. La preuve, c'est que je suis là. Si je suis là, j'imagine que ce n'est pas anodin. Donc tout à l'heure, en ouvrant vos propos, vous avez parlé de la Semaine nationale de l'environnement. Donc c'est pour nous l'instant de célébrer, de commémorer effectivement, de communier avec l'ensemble de la population gabonaise pendant une semaine complète, tout ce qui touche les problématiques relatives à l'environnement. Donc, nous allons communiquer, nous continuerons à communiquer. C'est vrai qu'on est moins présent que nous l'avons été autrefois. Il y a des raisons conjoncturelles qui sont là pour expliquer certaines choses, mais il est évident qu'avec Canal 7, nous avons là aussi un nouveau partenaire qui nous permettra d'aller le plus loin possible. Bien entendu, nous comptons donc sur Canal 7. En tout cas, monsieur Louis Léandre Ebobola Tiba, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci. Excusez-moi quand même, la communauté internationale, même si cela ne relève pas de vos responsabilités, la communauté internationale est mobilisée pour la 21e conférence de l'ONU sur le climat. Oui. Et le Gabon est le tout premier pays africain à déclarer son plan climat. Oui. Un mot là-dessus. Disons que... En conclusion, vraiment en conclusion, parce qu'on a déplacé le temps. Oui, non, disons que le plan climat est un engagement volontaire du Gabon à réaliser quelque chose concernant le climat et toute la stratégie qui peut en découler.
Le Gabon a battu, c'est vrai, un record au 30 avril, pardon. Le Gabon a produit ses engagements volontaires dans le cadre de la réduction des gaz à effet de serre en ce qui concerne donc le maintien à une température de monde pour une hausse de moins de 2% du climat. Donc c'est des engagements volontaires qui sont laissés à la discrétion ou à la limite à l'initiative de chaque État. Mais c'est quand même des engagements conventionnels. Et nous avons été, pour l'instant, le premier pays africain à l'avoir fait. Nous allons continuer à modifier, à travailler sur nos engagements. Mais il est évident que là aussi, c'est une vision politique que nous sommes en train de relayer avec, bien entendu, tout le travail qui est fait par le Conseil climat aujourd'hui. Voilà, merci. En tout cas, Marianne, je suis sûr que vous avez encore des questions, mais on va vraiment s'arrêter là. Merci à M. Louis-Léandre Ebobola Tieba, directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au Gabon. La Semaine nationale de l'environnement, toutes les populations y sont invitées. Je suis certain qu'il y a un message particulier pour eux. Merci à vous de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.